Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Et vous êtes très nombreuses et très nombreux aujourd'hui. J'ai noté des gens qui étaient inscrits d'Angleterre, du Bénin, du Québec, de Côte d'Ivoire, du Portugal, d'Italie, d'Hongrie, de l'île de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc bienvenue à toutes et à tous. On fait un petit rappel comme à chaque fois sur les activités de Second Souffle. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas la plateforme du chat, alors vous avez en bas à droite deux icônes, questions et chat. Le chat pour discuter entre vous, entre nous, et questions pour bien poser vos questions. Mettez bien vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît, parce que sinon vos questions vont se perdre dans le chat. Et comme j'ai une très mauvaise vue, j'aurais du mal à les reconnaître. Voilà. Des soucis techniques, une icône sur la gauche. Et puis vous avez deux icônes au milieu, un pour agrandir, mettre en plein écran, et un deuxième qui vous permet de réagir avec des émoticônes comme ceci. Voilà. Donc aujourd'hui, un nouveau webinaire dédié aux femmes entrepreneurs et futurs entrepreneureux. Avec nous pour en parler, celle qui a le sourire communicatif, les yeux pétillants et les cheveux rayonnants. Merci de faire un triomphe pour Carole, s'il vous plaît. Merci William. Bonjour à tout le monde. Alors, si vous ne connaissez pas Carole, sachez qu'elle est restée 37 jours sur 40 à Koh Lanta, donc c'est une vraie guerrière, et elle continue de s'entraîner. Et pour vous le prouver, j'ai récupéré, elle ne le sait pas, mais j'ai récupéré quelques photos en piratant son téléphone portable. Alors, là, vous avez Carole qui fait du saut en parachute. Ah William. Là, vous avez Carole le matin. William. C'est Carole le matin avant le petit-déj, vous voyez. Après le petit-déj. Là, vous avez Carole la puncheuse. Et évidemment, c'est elle qui s'occupe des méchants. Carole est vraiment une super violente. J'espère bien que tu vas m'envoyer les photos. Mais ils sont dans ton téléphone, ma chère Carole. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi, Les 7 principes pour entreprendre sereinement, ma chère Carole. Un petit rapide, si c'est possible. Une mini-bio de Carole. Qui suis-je? C'est ça la question? Oui. Alors, donc, Carole, j'ai 55 ans, j'ai un parcours, initialement, je suis diplômée de Sciences Po. J'ai bossé 20 ans auprès des collectivités locales, dans tout ce qui est management, organisation du travail, ressources humaines, dont 13 ans en tant que consultante salariée. En parallèle, comme je n'ai quasiment jamais eu une seule activité dans ma vie, j'étais créatrice de bijoux métier d'art, donc bijoux fantaisie, et à travers cette activité-là, j'en suis venue à ouvrir ma boutique de mode indépendante dans une petite commune du Nord-Vendée de 3000 habitants, dans une rue peu passante et sans vitrine extérieure, histoire de contrer la notion d'emplacement numéro 1. Donc ça, c'était mon virage de la quarantaine. J'ai développé cette boutique pendant 10 ans à peu près. Je l'ai vendue en décembre 2019, donc avant le drame, comme je dis souvent. Je l'ai vendue parce que ça tournait et que j'avais besoin de créer un nouveau projet. Et par le concours des rencontres, j'étais revenue au conseil et donc j'ai décidé de fonder ma propre structure de conseil, donc qui s'appelle Porteur de projet avec un 2. Et dans porteur de projet, donc aujourd'hui, je peux être assez spécifique sur ce que je fais en mission principale. Après, j'ai d'autres facettes, mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter ma facette principale. Aujourd'hui, donc, je peux dire que j'accompagne des femmes entrepreneurs qui sont parfois des commerces de proximité, des femmes qui ont, pour la très grande majorité d'entre elles, ce qu'on appelle un profil atypique, c'est-à-dire haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensible, donc avec des particularités dans leur fonctionnement. Et je les accompagne dans la création et le développement de leur projet entrepreneurial
pour créer un projet qui leur ressemble, qui révèle leurs forces, leurs talents et qui leur permettent d'être libres et autonomes. Ça, c'est l'objectif à terme et de s'éclater dans leur projet. Voilà. Donc tu accompagnes des femmes, mais c'est pas par choix, c'est qu'elles, il y a que Alors absolument, je n'ai pas choisi cette cible. Messieurs, bienvenue quand vous voulez. Évidemment, au départ, je n'avais pas choisi cette cible. En fait, très rapidement, au bout de 6 mois, j'avais compris qu'il ne venait que des femmes vers moi. Et puis, il m'a fallu un petit peu de temps pour l'accepter, pas le comprendre, mais le formaliser. Ces profils atypiques sont vraiment celles qui viennent vers moi. Pourquoi il m'a fallu du temps? Parce que c'est vrai que j'aime pas trop les cases et les étiquettes. Mais que évidemment, quand au bout de je ne sais combien de fois on vous dit mais vous aussi vous êtes un peu comme ça, ah bon moi? Donc oui, je suis multipotentielle, ça c'est sûr. Et donc voilà, je pense qu'elle trouve aussi une écoute particulière. Et puis moi, j'ai mis en place des méthodes particulières. Voilà. Donc, tout comme moi, c'est pareil que toi, Carole. J'ai que des femmes qui me suivent. C'est ton charisme. Ça doit être ça. Bon, allez, on commence. Oui. Eh ben, écoute, à toi la parole. Ok. Donc moi aujourd'hui, j'ai souhaité parler de ces 7 principes pour entreprendre sereinement pour les 2 aspects. Ces principes constituent une méthode, je vais revenir dessus, et la notion de sérénité me paraît extrêmement importante, notamment par rapport aux femmes dans l'entrepreneuriat, parce que de ma lorgnette, il me semble que les femmes ont encore plus de freins à accéder à l'entrepreneuriat. Alors, je ne parle même pas des freins type financement, etc., de freins personnels par rapport à l'image qu'elles se font d'elles, dans la société, dans la famille, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas explorer là. Mais moi, ça me paraît important d'avoir les clés pour penser son projet de manière un peu sécurisée. Et donc, ces 7 principes, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai découvert, il y a maintenant un moment, une théorie qui a été posée, qui s'appelle la théorie de l'effectuation. C'est une théorie qui a été posée par une chercheuse indienne qui s'appelle Sarah Sarasty et qui est beaucoup popularisée en France par un professeur de l'EM Lyon qui s'appelle Philippe Silberzan. Et quand j'ai découvert cette théorie, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai toujours pratiqué comme ça pour ouvrir mes entreprises, mon commerce, porteur de projet. Et c'était aussi comme ça que j'avais mis en place des choses pour mes clientes. Et j'ai complété ces 5 principes que je vais vous décrire de 2 principes de mindset parce que ça me paraît très important. Alors, vous verrez que je n'arrête pas de parler avec mes mains. Quand je me vois en vidéo, c'est un spectacle à soi tout seul. Bon, donc, je le dis dès le début, comme ça, c'est posé. Ces 7 principes, j'ai fait le choix, j'ai considéré qu'au final, ils servaient pour tout ce qui est entreprendre. Alors évidemment, ils vont être très précieux quand on développe son projet entrepreneurial, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que en fait, ça s'appliquait à tout ce qui est entreprendre. Et donc, j'ai entrepris de relire mon aventure Koh-Lanta, puisque donc j'ai fait Koh-Lanta en 2008, comme disait William, je suis restée 37 jours sur 40 dans l'aventure, donc ce n'était pas une masse à faire. Et j'ai entrepris de relire cette aventure à l'aune de ces 7 principes, puisque quelque part, j'ai entrepris de faire Koh-Lanta. Donc j'en ai tiré un guide qui ressemble à ça. Et c'est ce guide-là que j'aimerais vous exposer aujourd'hui avec les principes et l'illustrer. Donc, je vous cite les 5 principes et puis je vais les développer chacun. Le premier principe, c'est faire avec ce qu'on a. Le deuxième principe, c'est agir en perte acceptable. Le troisième principe, c'est obtenir des engagements. Le quatrième, tirer parti des surprises. Et le cinquième, créer le contexte. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir point par point. Et moi, les 2 principes que j'ai rajoutés, ce sont 2 principes de mindset que j'ai définis comme se connaître et donner du sens. Alors, c'est sûr que pour revenir sur Koh-Lanta, quand j'y suis allée, je n'y suis pas allée pour philosopher sur l'entrepreneuriat, d'autant qu'à l'époque, j'étais encore salariée. Alors, j'avais, en tant qu'indépendante, mon activité de bijoux, mais c'était une activité qui était quand même plus accessoire. Donc, j'y suis pas allée pour ça, ça c'est clair. En revanche, j'ai réussi à faire des bijoux là-bas, avec des pots de ficelle et des coquillages. Je suis sûre que ça intéressera William. Donc, le premier principe, faire avec ce qu'on a, c'est un principe qui est, à mon sens, extrêmement important parce que quand on porte un projet et qu'on entreprend quelque chose, évidemment, on l'entreprend avec soi-même. Pour moi, le porteur de projet, c'est lui qui est l'essence et qui est le socle du projet.
Donc, faire avec ce qu'on a, c'est d'abord commencer avec ce qu'on est soi. Voilà. Et donc, ce qu'on est soi, ça veut dire raisonner sur, évidemment, ses savoirs qu'on a acquis, ses compétences, mais aussi ses aptitudes naturelles, mais aussi sa personnalité. Et donc, ça implique un travail d'introspection parce que très souvent, on ne prend pas le temps de se poser vraiment sur toutes les forces qu'on a. Alors, on a aussi des faiblesses, bien sûr, mais on a souvent beaucoup, beaucoup de forces. Et ces femmes que j'accompagne en particulier ont tendance à sous-estimer ça énormément. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et dans un deuxième temps, d'identifier les ressources dont on dispose. Quand je dis ressources, ce ne sont pas seulement des ressources financières. Bien sûr, il y a la question des finances, mais il y a aussi toutes les ressources en termes de réseau, en termes de compétences, comme on l'a dit, en termes de produits ou services qu'on peut déjà avoir sous le coude, etc. Donc là aussi, il y a un travail de mise à plat de ça. Un exemple qui est souvent pris pour illustrer le propos de cette démarche, c'est que voilà, vous avez des amis qui viennent dîner. Dans les approches classiques, vous allez prendre une recette. Donc, l'approche classique s'appelant l'approche causale par rapport à l'approche effectuelle. Vous allez prendre un livre de recettes, vous allez noter les ingrédients, vous allez faire les courses, vous allez ramener vos ingrédients, vous allez faire tout dans le bon ordre, exactement ligne par ligne, et obtenir votre dîner. Et l'autre manière, qui est absolument celle avec laquelle moi je fonctionne, comment je fais spontanément, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mes placards. Peut-être que je vais consulter une recette, parce que ce serait idiot de ne pas s'inspirer, mais de toute façon, je n'ai jamais les bons ingrédients, ça c'est sûr. Et donc, je vais expérimenter et faire avec ce que j'ai dans mon frigo pour produire mon propre dîner. Et donc, le principe de l'effectuation, c'est vraiment ça. Il y a ce côté, j'expérimente, j'avance, etc. Nous avons eu un échange l'autre jour avec William qui me disait finalement c'est comme la méthode agile. Donc j'ai creusé ce point, William, parce que je savais au fond de moi que ce n'était pas la même chose que la méthode agile et je trouve intéressant de vous l'exposer ici. La méthode agile, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup, c'est plutôt une méthode qui est vraiment scientifique, voilà, et qui vise à améliorer le produit. L'itération, elle est plutôt de ce point de vue-là. Dans la méthode d'effectuation, on est vraiment dans le domaine plutôt des sciences humaines, je dirais au sens large. C'est l'humain qui est au centre et c'est le fait d'obtenir des engagements humains et de poser l'humain au centre qui va faire que du coup, on va faire des itérations. Voilà, on n'est pas dans l'idée d'améliorer le produit. Enfin, bien sûr, c'est une conséquence, mais ce n'est pas le sujet numéro un. En revanche, on est dans l'idée de contrôler le risque. Et ça, je vais y revenir dans un des principes. Et le contrôle du risque, c'est justement ce qui fait gagner en sérénité, qui est vraiment l'objectif que je voulais poser sur ce webinaire. Donc, concrètement, faire avec ce qu'on a. Si je reprends sur Koh Lanta, parce que j'aime bien illustrer à partir de cette aventure, j'imagine que plein de gens n'ont jamais regardé Koh Lanta, parce qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas. Il n'y a que 6 millions de Français qui regardent. Mais tout le monde connaît quand même le concept. Donc, en gros, on est projeté, enfin, moi, j'ai sauté d'un hélico de la guerre du Vietnam, dans l'eau, et on est projeté sur une île, et là, on a notre petit sac à dos avec 3 fois rien, et débrouille-toi, Jeannot. Donc, ma réaction, faire avec ce que j'ai, ma première réaction, ça a été, je vais aller explorer mon territoire, et donc aller chercher tout ce que je pouvais trouver. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des bijoux, des bouts de ficelle, ce qu'on pouvait trouver d'échoué sur la plage, d'aller explorer les ressources dont on disposait. En l'occurrence, pas grand-chose à manger pour le coup. Voilà, c'est comment tout de suite je vais faire le point sur ce dont je dispose pour me mettre en ordre de marche. C'est ni plus ni moins ce que fait Tom Hanks dans Seul au monde. Il ouvre ses paquets FedEx et découvre ce avec quoi il va pouvoir vivre pendant un certain paquet de mois. Mais si on veut le rapprocher avec quelqu'un qui veut entreprendre, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je veux créer ma boîte, mais par contre, je ne sais pas, moi, l'informatique, j'y connais rien. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, si tu conclus que l'informatique, tu n'y connais rien, c'est que tu as fait le point sur tout ce que tu connaissais. La première chose, c'est de faire une introspection très profonde et très précise de tout ce dont on dispose en nous. Et on a beaucoup de choses. Notre personnalité, nos traits de caractère,
nos savoirs, alors qu'on a acquis en formation ou acquis sur le tas, voilà, formation initiale, continue, le parcours professionnel, voilà, tout ce qu'on a appris. Très souvent, je le constate même autour de moi, je pourrais même dire mon mari très concrètement, quand on est dans un métier, on a l'impression qu'on ne connaît que ses compétences techniques. Bon, si je prends son exemple, lui, il est vétérinaire. Quand à un moment, il avait envie de changer de voie, et quand on faisait le point, il me disait de toute façon, moi, je sais faire que ça, vétérinaire, voilà, opérer des animaux, etc. Et en fait, quand on a travaillé, je lui dis, bah, en l'occurrence, c'est toi qui gères la partie gestion du personnel dans l'équipe, tu as un très bon relationnel, donc non, tu as aussi des compétences en RH, mais pour lui, comme ce n'était pas son métier, il n'avait pas du tout intégré. Donc, il y a un vrai travail à faire parce que souvent, on a beaucoup plus de ressources personnelles qu'on ne l'imagine parce qu'on a tendance à rester formaté sur les métiers qu'on a appris, les compétences officielles, etc. Et il y a plein de savoir-être qui sont extrêmement intéressants et qu'on peut mobiliser au service de son projet. Là, j'accompagne une jeune femme qui veut ouvrir un commerce. Il lui a fallu quand même un temps fou pour arriver à me dire, bah, si finalement j'ai une expérience de vente, j'ai fait 2 ans en lingerie à domicile. Mais pour elle, comme c'était une activité accessoire, ça n'avait pas de valeur, elle ne l'avait pas connecté à son projet. Donc, c'est comment avec la vision que j'ai de mon projet, je reconnecte tout ce dont je dispose pour ce projet. Pour les compétences informatiques que tu n'as évidemment pas, William, j'y viendrai plus tard parce que là, c'est obtenir des engagements. C'est comment on fait appel à des ressources complémentaires quand parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout, on va pouvoir faire appel à d'autres. Donc, en fait, pour trouver ces compétences, c'est vrai que seul, on ne va pas y arriver. Enfin, on va peut-être pas tout découvrir de ces compétences. Alors ça c'est très juste, oui. C'est vrai que là, je ne peux pas vous dire autre chose qu'un œil extérieur permet de faire un boulot fabuleux par rapport à ça. Alors, cet œil extérieur, si malheureusement ce n'est pas moi, ça peut être déjà des gens de votre entourage, ne serait-ce que travailler sur les traits de personnalité. C'est très intéressant comme exercice. C'est un exercice que je fais faire à mes clientes. Donc, voilà, il y a un support. Et je leur demande après, est-ce que ce support, elles le diffusent à leur conjoint, compagnon ou compagne, à leur meilleure amie, à leur sœur, etc., pour avoir 2-3 retours et voir à quel point ça match ces visions extérieures de la personne et la manière dont la personne se voit. Et travailler sur les écarts est extrêmement intéressant. Donc, vous pouvez le faire avec quelqu'un de votre entourage, mais c'est vrai que les bilans de compétences, par exemple, ça sert aussi à ça. Hein, ça sert à avoir un regard extérieur. Donc, moi, dans ma méthode, je vais mélanger des outils qui relèvent du bilan de compétences, qui relèvent parfois du développement personnel. En fait, moi, je vais aller chercher tous les outils qui permettent d'aboutir à ce résultat avec une méthode qui est maintenant posée et j'ai des super résultats de prise de conscience et de déclic. Et donc ça va donner de la sérénité, toujours le même mot, et de la légitimité. Et ça, c'est très puissant en fait. Sinon, comme le dit Alain, on peut aussi aller voir un coach. Oui. Ou vous allez voir Carole. Voilà. Si je suis la bonne personne pour vous, on verra. Alain qui est coach à Montpellier. Voilà. Ok, merci à lui. Oui, parce que en fait, il y a 2 choses importantes dans ce type d'accompagnement, c'est d'arriver à faire accoucher la personne. Alors moi, je dis souvent ça, que je suis l'accoucheuse de la personne, et il y a la manière de le faire. Il faut le faire avec beaucoup moi en tout cas, c'est ma manière de faire, de douceur et de bienveillance, et c'est pas un mot galvaudé dans mon esprit, parce que parfois, les prises de conscience, il peut y avoir des petits passages douloureux, même si en général, c'est pour extraire le meilleur de la personne, quoi. L'idée, c'est que le meilleur d'elle-même soit au service de son projet. Moi, c'est ça que j'essaye de leur faire aboutir. Mais il faut accepter aussi un regard, parce que forcément, il y a des jeux de questions, il y a un petit challenge là-dessus. Donc, c'est une introspection qui bouscule parfois. J'ai des clients que ça bouscule beaucoup, mais c'est un vrai pas en avant. Donc, première action pour vous, moi, j'ai envie de vous dire, faites l'inventaire de l'ensemble de vos ressources. Donc, qui vous êtes, tout ce qu'on a évoqué là, et puis des ressources dont vous disposez qui vont venir nourrir votre projet, donc les finances, le réseau, et ça, le réseau, je vais y revenir, mais déjà, identifier si vous êtes dans quel type de réseau, et les réseaux, on va y revenir, mais c'est large, il y a plein de choses possibles. Et quand vous posez ça, déjà, vous allez voir que vous en avez sous la semelle. Et il y a... Alors, Noria, j'ai bien vu votre question et j'y reviendrai
à la fin de ce webinaire. Sinon, il y a une question de Werner qui dit, mais quel outil préconisez-vous pour saisir toutes les facettes, les compétences d'une personne, genre Vision 360? Est-ce qu'il y a une méthode, quelque chose qu'on peut faire soi-même? Alors, moi je dirais oui, voilà, toujours. Moi, j'ai enchaîné un certain nombre d'exercices, mais déjà, la première chose, c'est de relire votre parcours en prenant du recul. En fait, c'est ça, d'arriver à prendre du recul, d'arriver à prendre de la hauteur, de reprendre tout votre parcours des études. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris, acquis dans vos études, ensuite votre parcours professionnel, et de raisonner, non pas tellement en termes de, on n'est pas dans un CV, de description, mais de qu'est-ce que j'ai appris comme expérience significative au cours de mon parcours pro. Qu'est-ce qui m'a plu dans mes postes? Qu'est-ce qui m'a pas plu? Pourquoi je suis partie? Est-ce que j'ai quitté souvent des boîtes ou pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui me plaisait? Qu'est-ce qui me plaisait pas? Parce que ça va aussi définir ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous voulez surtout pas faire, ce qui me paraît important aussi. Parce que si on entreprend, c'est pas pour subir des trucs qu'on n'a pas envie de subir, me semble-t-il. C'est ma définition. Donc déjà cette relecture. Après, il y a un chouette exercice qui s'appelle la ligne de vie. Alors moi, d'ailleurs, je vais proposer des ateliers spécifiques sur ça. C'est un super outil où sur une ligne de temps, vous allez positionner votre cycle tel que vous le ressentez, c'est subjectif, de vos pics, de vos creux, et comment s'expliquent ces pics et ces creux, pour aller dégager à la fois votre courbe de vie. Alors, vie, c'est forcément professionnel, mais souvent, il y a des événements personnels qui, bien sûr, impactent. Si on vit un déménagement, un divorce, etc., souvent, ça impacte le cycle pro. Et donc, voilà, est-ce que vous avez beaucoup de pics? Voilà, j'ai des gens qui ont des courbes comme ça, j'ai des gens qui ont des courbes beaucoup plus calmes. Et comment vous les vivez, comment vous en tirez aussi un enseignement pour la suite. Ça, c'est un super exercice. C'est ce qu'on appelle aussi, je crois, la boussole des domaines de vie, nous dit Alain. Alors ça, c'est autre chose. Non, C'est un autre exercice. Ah, c'est un autre exercice, pardon. Ouais, des films aussi. D'accord. Non, c'était juste pour montrer à tout le monde que je n'étais absolument pas coach. Sinon, vous avez sur le site Second Souffle, nos autres webinaires. Là, vous avez sur un webinaire, je dirais classique. Et sinon, vous avez notre série de webinaires, les instants coach. Et dans certains de ces webinaires, on a parlé de différents outils. Donc, je vous mets dans le chat le lien pour aller directement voir les replays de nos webinaires instants coach. Je vais accélérer parce que je ne suis même pas passée au principe 2. Oui, alors 2. Le principe 2, c'est agir en perte acceptable. Alors ça, c'est un principe aussi que je trouve très important pour la sérénité, c'est de définir les limites qu'on pose à son projet, que ce soit en construction ou si on est lancé en développement. Qu'est-ce que je décide d'investir? Qu'est-ce que je définis comme cadre en termes de temps, d'argent, d'énergie? Là, je prends un exemple concret que je vois beaucoup autour de moi, des gens qui sont en rupture conventionnelle, qui partent pour 2 ans d'indemnité chômage et qui se laissent couler dans le temps sans fixer de borne en se disant, bon, au bout d'1 an, il faudra que j'ai abouti, ou au bout de tant d'euros, il faudra que je me remette à penser à autre chose. Il faudra que je prenne une décision parce que si je ne mets pas ce cadre, 2 ans, moi je retrouve les gens au bout de 2 ans sans indemnité, sans projet abouti, toujours en train de construire plus ou moins précisément. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si je fais le parallèle avec Koh-Lanta, moi j'avais une limite qui était très précise, c'est qu'il n'était pas question que je revienne avec une cicatrice. Donc j'ai agi en conséquence. Les parcours du combattant qui n'étaient pas ma tasse de thé, je les finissais parce que quand même il faut finir. Bon, j'étais avant-dernière souvent, mais moi il n'était pas question que je me blesse ou que je finisse à l'hosto. Et j'ai vu des candidats qui fixaient pas de limite et qui ont fini par être évacués pour raison médicale. Donc il y a un moment, et la limite de santé d'ailleurs que j'évoque pour Koh-Lanta est une limite aussi que l'on peut poser pour son projet. Quelle est la limite que je mets par rapport à ma vie de famille, au temps que j'investis, aux nuits sans sommeil, etc., etc. Donc ça, c'est important de le poser. Et c'est là aussi où il est important de réfléchir à l'équilibre vie perso, vie pro. Donc là, l'action que je pourrais vous suggérer… On a fait un webinaire, justement, le titre, c'était vie pro et vie perso, que vous retrouverez dans les replays de nos webinaires Instant Coach. Voilà. Sachant que moi, ma philosophie là-dessus, c'est plus de raisonner sur un équilibrage que sur un équilibre.
C'est-à-dire que de toute façon, ces deux volets existent, enfin je vous le souhaite, ces deux volets existent. Dans la vie pro, il y a en plus des sous-volets que sont voilà, la partie famille, la partie couple si vous êtes en couple, la partie loisirs personnels, la partie amicale. Donc, comment on travaille l'équilibrage de tout ça? Ça, c'est un sujet à part entière pour que du coup aussi, en fait, ça va aussi dimensionner l'ambition de votre projet. Et l'ambition de votre projet, elle est aussi, entre guillemets, fonction des efforts que vous êtes prêt à investir. Et là, je ne porte pas de jugement. Tout le monde n'a pas la même ambition pour son projet pro et c'est tout à fait entendable, du moment que c'est clair pour vous, en fait. Moi, c'est ça qui est important, c'est toujours la lucidité. Et voilà. Donc, l'action que je peux vous recommander, c'est de faire ce travail de définir les pertes acceptables. Quand on est en entreprise, second souffle, hein, quand on est en entreprise et que ça tourne mal, à quel moment, où est-ce qu'on met la barrière de se dire, là, à un moment, il faut que j'arrête, par exemple. C'est aussi le même type de raisonnement. Je continue, William, troisième principe. Donc, le troisième principe, c'est obtenir des engagements. Alors ça, c'est un principe qui me parle aussi beaucoup, c'est-à-dire obtenir des engagements de ce que la méthode appelle des parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont des personnes qui vont être en capacité d'apporter des ressources au projet, que ce soit des ressources financières, des ressources en termes de méthodos, des idées, pourquoi pas des ressources humaines hein, parfois. Et là, ça se heurte à une erreur que moi, je vois très régulièrement, et donc j'essaye de très rapidement faire bouger mes clientes là-dessus, qui est « Ah non, mais moi, je ne vais surtout pas parler de mon projet parce qu'on va me piquer l'idée ». Donc ça, pour moi, c'est un mythe complet. Pourquoi? Parce que déjà, quand une idée, si vous avez une idée, qui vous paraît nouvelle, il est probable qu'elle soit déjà dans l'air. Et donc, comme elle est dans l'air, vous n'êtes probablement pas le seul à l'avoir. Ça, ou la seule. C'est souvent le cas, je le constate. Au-delà de ça, quand bien même quelqu'un d'autre aurait la même idée ou vous copierez, de toute façon, il ne la mettra pas en œuvre comme vous, puisqu'on a bien vu que vous, c'est vous qui êtes à l'origine du projet. Donc, la personne, si elle vous copie, elle n'aura pas la genèse du projet. Donc, elle ne saura pas pourquoi vous le faites comme ça, etc. Et de toute façon, comme ce n'est pas vous, elle le fera différemment. Donc, pour ceux que ça inquiète, j'ai le cas notamment avec pas mal de clientes qui sont thérapeutes, médecine alternative, etc., où là, il y a beaucoup de personnes qui s'installent. Il y a cette question voilà, de comment je vais faire pour exister. En fait, il y a plein de boulangers, il y a plein de coiffeurs dans toutes les communes de France et il y a de la place pour tout le monde. Donc, le fait d'ouvrir la discussion sur votre projet, au contraire, vous allez avoir la surprise d'avoir des gens qui vont venir nourrir, alimenter le projet. Et dans l'idée, du coup, le projet peut prendre une autre forme. Si on reprend la recette avec les amis, si vous conviez vos amis à participer au dîner, il est probable que le dîner qui va en résulter ne sera pas celui que vous auriez imaginé tout seul avec votre frigo et votre placard. Donc ça, c'est une grande richesse que de parler du projet et de le laisser s'enrichir avec des personnes extérieures. Donc, dans ces parties prenantes, moi, je distingue trois niveaux. La question de l'environnement proche, voilà. L'environnement, c'est fondamental, c'est capital quand on est porteur de projet, parce que si on est mal soutenu, c'est très compliqué. C'est pareil dans le développement, d'ailleurs, de son entreprise. Donc, c'est la fameuse phrase « on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Et moi, je vous invite vraiment à vous interroger là-dessus, parce que je le vois avec des clientes, quand elles ont un environnement, par exemple, qui est exclusivement salarié alors qu'elles se lancent, ça leur crée des gros trous d'air parce que quand elles ont des difficultés, cet environnement-là ne va pas du tout les porter puisqu'il ne comprend pas. Au contraire, ça va plutôt créer une régression. Donc, c'est très important de créer un environnement qui vous tire vers le haut. La deuxième chose, c'est les réseaux. Voilà, créer, développer vos réseaux. Et les réseaux, il y a déjà les réseaux de connaissances personnelles, mais après, il y a plein de types de réseaux, des réseaux d'entreprises, des réseaux d'affaires, des réseaux de femmes, etc. Là, c'est pareil, faites l'état de vos ressources, ce que vous avez déjà comme réseau, où est-ce que vous êtes implanté et ce qui serait intéressant de développer par rapport à votre projet. Et le troisième niveau, c'est de développer des partenariats privilégiés. Donc, la notion de partenaire, ce sont vraiment des gens qui vont s'impliquer et qui vont être des prescripteurs ou des leviers par rapport à votre développement.
C'est quoi c'est quoi comme un exemple de partenaire, là, par exemple? Un exemple de partenaire, oui. Ouais. Par Et donc, exemple, c'est sur ma partie commerce de proximité. Quand j'interviens auprès de commerce de proximité, je vais aller chercher des partenaires, et je l'ai conçu comme ça quand j'ai construit, qui ont la même cible que moi, mais qui ne leur vendent pas la même chose. Donc moi, je vends de l'accompagnement stratégique, etc. J'ai un partenariat avec un logiciel de caisse spécifique pour les boutiques de mode. Donc, on a la même cible. Chacun va apporter de la valeur ajoutée de l'autre à sa propre clientèle. Et du coup, lui, il est prescripteur et moi, je suis prescripteur pour lui. Donc là, c'est vraiment un partenariat qui permet de développer la clientèle, mais on peut avoir des partenariats qui développent juste du prospect ou qui développent juste le projet. Un partenariat privilégié, ça peut finir par une association, par exemple. Quelqu'un qui intègre vraiment votre projet et qui finit associé avec vous. c'est bien ce à quoi je pensais, moi. Aller voir la BGE, Initiative France, les Premières, Actionnel, Force Femmes, etc. D'accord. Oui, absolument. Alors, après, il faut distinguer partenariat de prestataire. Oui. Parce que BGE intégrera jamais ton entreprise. BGE est en support, comme moi je suis en support. Pour moi, on est plus prestataire que partenaire. Alors, même si c'est vrai que moi, dans mes accompagnants, mais je ne serai jamais partenaire au sens où je ne vais pas, comment dire, intégrer directement l'activité d'une cliente. Je vais être partenaire au sens où je vais l'aider dans sa je vais être dans la co-construction et je vais l'aider à construire son projet. C'est comme ça que je me vois partenaire, par exemple. Mais en même temps, je suis accompagnante. Donc. Mm. Et du coup, par exemple, si je reprends pour Koh Lanta, les engagements, la notion d'engagement dans Koh Lanta est intéressante puisque l'idée, c'est qu'il faut survivre au conseil suivant. Donc là, il y a vraiment des stratégies qui se mettent en place, qui sont des stratégies de jeu. Bon, moi, comme je ne suis pas stratège, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Mais spontanément, ce que j'ai fait quand même, c'est de trouver des points d'appui, voilà, pour avancer. Et donc, j'ai quand même créé des liens privilégiés avec certaines personnes parce qu'elles me correspondaient bien plus en termes de valeur que d'autres. Et donc, quand on développe son projet, c'est la même chose. Où est-ce qu'on peut trouver des gens qui vont être points d'appui, qui vont nous permettre d'avancer mieux et vite, quoi. Donc là, pareil, dans les actions que je pourrais vous indiquer, c'est de faire le point sur les personnes qui peuvent venir, même vous faire un tableau Excel de toutes les personnes qui peuvent être des parties prenantes de votre projet et qui vont donner aussi une autre dimension à votre projet, qui vont permettre de le faire évoluer. Philippe Zelberzan parle souvent du patchwork fou. Voilà, construire un patchwork fou, c'est cette idée. Il y a des carrés. Comment on assemble les carrés pour que le projet se redessine un peu différemment. D'accord. Très bien. Et donc, je note bien que la prochaine fois que tu m'invites à dîner, je sais à quoi m'attendre. D'accord. Absolument. Mais le résultat sera à la hauteur. Alors ensuite, le quatrième principe, c'est tirer parti des surprises. Tirer parti des surprises, pour moi, ça veut dire comment avoir une posture qui permet de réagir au fait qu'une surprise devienne une opportunité et ensuite comment arriver à se saisir des opportunités et les développer. Alors, il y a une phrase, un dicton anglais que moi je vais vous dire en français vu mon niveau d'anglais, l'accent fait peur, mais qui est si la vie vous envoie des citrons, faites de la limonade. Donc, si vous aviez prévu de faire du jus d'orange parce que vous avez des oranges, c'est comment vous allez vous réadapter. Donc, ça, c'est par rapport au contenu du projet. Voilà, quand il y a parfois des difficultés techniques, ça c'est, moi j'ai une cliente qui a un projet qui a une dimension technique, il y a des blocages techniques, et bien comment on réadapte, comment on s'ajuste. Et alors, ma formule à moi, c'est quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Comme je l'utilise quasiment quotidiennement, ça fait beaucoup rire mon entourage, mais c'est vraiment ma philosophie. Ma philosophie là-dessus, moi je me retrouve beaucoup dans ce principe-là parce que pour moi c'est une posture en fait, c'est presque une philosophie de vie. C'est-à-dire moi je considère que dans tout ce qui arrive, il y a moyen de trouver du bon, même si c'est quelque chose qui est douloureux, difficile, et comment on arrive à rebondir et à utiliser ce qui arrive pour en faire une opportunité. Ça paraît très simple sur le papier, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Oui, ça demande un peu de pratique. Mais je vais le développer. Je vais prendre un exemple. Je peux citer, par exemple,
pour les commerces, toujours quand il y a eu le Covid et le confinement et la fermeture. Voilà, ça, c'était une grosse, méchante, mauvaise surprise. Comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on baisse son rideau et on se dit je me laisse couler et on disparaît des radars pendant 2 mois? Ou est-ce qu'on se dit ok, ça c'est une contrainte, c'est le contexte, qu'est-ce que je vais faire pour? Mais ça, ce sera le principe d'après, je vais vous le développer après. Je vais l'illustrer avec un exemple très pragmatique que j'ai eu à Koh Lanta. On n'a pas du tout réussi à faire de feu parce qu'on était aux Philippines. Il y avait eu des typhons pendant 3 semaines avant qu'on arrive. Donc, tout était trempé à cœur, à cœur, à cœur. Donc, l'histoire de faire du feu où tu arrives dans ton garage. Moi, je n'ai même pas réussi à mon garage, mais j'ai considéré que ce n'était pas ma compétence, faire du feu. J'en avais d'autres. Donc, compétences. Donc, voilà, on a essayé, on n'a pas réussi, etc. Et puis, on gagne un jeu de confort et on gagne un kit de pêche. Inutilisable par ailleurs parce qu'il n'y avait pas de poisson, pas de tombant à proximité. Bon, bref, on a utilisé le filet pour faire un matelas pour mieux dormir avec du sable dedans. Ça n'a pas servi à grand chose. Bref, on a le kit de pêche et là, je regarde le truc et au bout de 10 minutes, je dis à mes petits camarades, je leur dis, mais regardez, en fait, sur le kit de pêche, il est posé sur des bambous qui sont coupés en deux et qui sont secs. Voilà. Et je leur dis, mais à tous les coups, ça, c'est pour qu'on puisse essayer de faire du feu. C'est du bois sec. Donc, j'ai pensé que c'était la production qui nous avait donné ça. Ça m'a été confirmé après que ça avait été une tentative pour nous aider à faire du feu. Malheureusement, le temps que on avait déjà le kit avait été stocké dans l'humidité, etc., on n'a pas plus réussi parce que les bambous eux-mêmes ont fini par être trempés. Mais voilà, c'est là où on a commencé à approcher l'idée de réussir à faire du feu, parce qu'on a eu quelques fumées. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut être très ouvert, il faut avoir l'œil, j'allais dire. Il faut être en observateur et être toujours ouvert à ce qui se passe parce qu'il peut y avoir des opportunités dans des choses qui n'ont rien à voir et qu'on peut utiliser. Donc, là, l'action que je pourrais vous recommander, c'est de vous interroger sur la posture que vous avez, comment vous réagissez quand il vous arrive quelque chose et plus particulièrement une mauvaise surprise, parce qu'en général, les bonnes surprises... mais parfois, on se repose un peu sur ses lauriers, sur les bonnes surprises. Donc, ça peut être aussi comment, même une bonne surprise, la travailler en opportunité. Et en tout cas, comment vous réagissez. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, comment, pour revenir faire le lien, parce que tout est dans tout est lié sur ces principes, comment vous créez un environnement stimulant qui permet aussi de générer des opportunités. Voilà. Parce que c'est sûr que si vous vivez dans votre grotte, vous ne parlez pas de votre projet, vous êtes entouré d'aucun entrepreneur, etc., pour créer de l'opportunité, ça va être plus compliqué. Donc, vous voyez que tout est vraiment imbriqué. Savoir s'entourer, c'est la clé de la réussite de chaque entrepreneur. Ouais. Et on doit être entouré au début du projet, Oui. pendant la vie de l'entreprise, Oui. que ça aille bien, et malheureusement aussi quand ça va mal. Oui. Il faut toujours être entouré, toujours. Il vaut mieux l'être quand ça va bien, ça évite que ça aille mal. En général, oui. Moi, c'est vrai que j'ai des coachs aussi qui m'accompagnent dans le développement de mon activité. Et puis, je pense qu'une fois qu'on y a pris goût, d'être accompagné, c'est très difficile de s'en passer. Ouais. Je fais partie de Femmes des Territoires aussi, un réseau d'entraide de femmes, etc. Parce que ça crée de l'émulation, ça crée de l'échange, ça fait se poser des questions, ça crée des moments où on sort de notre quotidien et notre activité pour réfléchir. Donc, ouais, c'est très précieux. Ouais. Il y a BPI France qui a fait une étude, c'est 80 ou 90% des entreprises qui passent le cap de 5 ans ont été accompagnées par un réseau. Alors moi, j'avais une stat plus ancienne, j'avais 70%. Parce que c'est vrai que c'est une petite stat que je mets souvent, mais c'est possible que ça ait augmenté. Ça a augmenté. Et malheureusement, il n'y a que 20% des entrepreneurs qui passent par un réseau d'accompagnement. Oui, tout à fait. 5e principe, j'avance, c'est créer le contexte. Donc, créer le contexte, ça, on sait bien que par nature, l'avenir est incertain, à moins que quelqu'un ici ait une boule de cristal et qu'il se manifeste immédiatement. Encore que moi, non, je préfère ne pas savoir. J'aime les surprises, moi. Donc, le contexte, l'avenir, on ne le connaît pas. Donc, l'idée, c'est comment on peut agir. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez moi aussi. Comment on agit plutôt qu'on subit. Parce que quand on est dans l'action, du coup, on crée les conditions de son futur. Alors, ça ne veut pas dire que tout va arriver, mais au moins, on met en place des actions qui vont avoir des conséquences dans l'avenir. Si je reprends l'exemple des commerçants, pour l'avoir vécu très près en démarrage du Covid,
Je vous décrivais les commerçants qui se sont laissés complètement abattre par cette décision de fermeture. Et puis, il y a d'autres commerçants qui ont décidé de se mettre en route et qui se sont dit, bon, bah, de toute façon, ça, c'est le contexte, et je suis fermée. Qu'est-ce que je peux faire pour agir? Donc, il y en a qui ont mis des lives, il y en a qui ont fait beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont pris du temps parce qu'elles avaient, je dis elles parce que c'était des femmes aussi, elles avaient une denrée qui est très très rare chez une commerçante qui est du temps. Donc, elles avaient du temps et elles ont pris le temps de préparer la suite, de réfléchir à leurs achats, de réfléchir à la manière dont elles allaient rouvrir, comment elles allaient faire, comment elles allaient gérer leur stock, etc. Donc ça, je trouve que c'est très important parce que pour moi, quand on est dans l'action, on ne remue plus, on ne se morfond plus et c'est un moteur puissant pour avancer. Et au pire, s'il ne se passe rien derrière, bah, au moins on aura tenté quelque chose. Et je trouve que c'est, comment dire, cette histoire de contexte, c'est aussi important et ça revient là encore à la notion d'environnement. C'est aussi valable, cette création de contexte, quand on se lance, quand on démarre un projet entrepreneurial, j'imagine que tous ceux qui sont passés par là l'ont entendu et ceux qui sont court l'entendent, vous avez plein de remarques autour de vous. Vous avez des gens qui vont dire « Ah, c'est génial, moi, je n'oserais jamais. Non, mais c'est nul, tu ne vas jamais y arriver. Mais pourquoi tu quittes ton poste de cadre plus. Non, mais tu es fonctionnaire, mais tu es folle, etc. etc. » Voilà, tous les impossibles. C'est important, quand vous créez votre contexte, de vous extraire de ça. Pour moi, ça fait partie de la création du contexte. Donc, il y a quel environnement j'accepte d'avoir. Et au-delà de ça, de toute façon, en quoi je comprends que ces remarques-là ne m'appartiennent pas. Ça, c'est hyper important. Tout ce que les gens vont pouvoir vous dire, que ce soit du positif, du négatif, etc., ce sont leurs peurs, leurs espoirs. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'entendre ça comme un brouhaha qui ne vous appartient pas. En revanche, quand ça vient toucher une petite corde à l'intérieur, que ça vous met en déséquilibre ou que ça vous inquiète et qu'il n'y a plus de sérénité ou moins de sérénité, d'aller étudier ce que ça veut dire pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller travailler sur vos peurs, etc. Sujet que je vais voir à la fin. Donc, créer le contexte, c'est tout ça. Si je prends l'exemple Koh-Lanta, parce que j'aime toujours bien illustrer, ma première nuit sur une plage au bout du monde, a été un grand, grand moment de solitude, parce que là, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et ce que j'allais devenir. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais un sentiment complètement décalé, quoi. Et en plus, j'avais une très forte conscience que j'étais la doyenne de l'équipe que j'avais quand même contribué à composer avec 3 autres personnes. C'était tous des warriors, sportifs, machin, tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils ne savent absolument pas ce que je vaux. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas mon potentiel, ils ne savent pas mes forces. Moi, je connaissais quand même bien ce que j'avais sous le coude. Et je me suis dit, bon, bah, quelle stratégie j'adopte? Et donc là, j'ai défini une stratégie. Je me suis dit, je vais rester très discrète, je ne vais rien livrer et je vais attendre de voir comment ça se passe et je délivrerai au fur et à mesure. Voilà, ce qui fait que pendant 2 jours, j'ai rien dit. Et le jour où j'ai dit que j'étais mariée, que j'avais 4 filles, tout le monde a ouvert des yeux grands comme ça. Et ça a permis de repositionner mon rôle. Voilà. Du coup, je me suis retrouvée à répartir les grains de riz que nous mangions, parce que considérant que j'étais mère de famille, c'était à moi de répartir les 10 grains de riz entre 8 personnes. Donc, voilà, j'ai fait le partage des repas. Donc, c'est intéressant de voir comment, quand on se positionne, on crée aussi une situation de contexte où on peut avoir un rôle qui bouge. Ça, c'est aussi une des pistes que l'on peut travailler. En tout cas, c'est sûr que pour moi, cette création du contexte, ça implique de prendre des décisions. Voilà, il y a un travail à faire sur la prise de décision, comme il y en avait un de décision sur les pertes acceptables. Parce que si on fixe des pertes acceptables, c'est bien qu'à un moment, on décide de ne pas passer au-delà de ces pertes-là. Donc, l'action que je peux vous recommander, qui est là aussi plus facile à dire qu'à faire, c'est regarder, dessiner votre futur comme vous voudriez qu'il soit, voilà, et contribuer à le créer en toute simplicité. Ah oui. Bah oui. J'attaque avec mes 2 derniers principes, je vais aller plus vite là, des principes de mindset. Donc, les 2 grands principes, c'est se connaître et donner du sens.
Donc, se connaître, on a vu que faire avec ce qu'on a, c'est beaucoup soi au début. Donc, forcément que ça amène à mieux se connaître. Mais du coup, la conséquence pour moi de mieux se connaître, c'est connaître ses besoins pour s'autoriser à faire des choses en fonction de ses besoins, connaître ses limites pour s'autoriser à dire non, savoir dire non. Donc ça, c'est un métier à part entière aussi, surtout pour les femmes au profil atypique. Voilà. Connaître ses peurs et les apprivoiser. Voilà. Ces trois éléments-là, pour moi, c'est vraiment très, très présent chez ces femmes-là qui sont ces femmes au profil atypique. Les points communs que je ressens et que je trouve, c'est une grande capacité à la dispersion parce qu'elles ont un champ des possibles qui est très large. Donc, du mal à être focus, du mal à tracer un sillon, de la procrastination, du doute, du manque de légitimité et au final, une grande difficulté à passer à l'action. Voilà. Donc, tous ces principes, pourquoi ça donne de la sérénité, parce que derrière, on peut passer à l'action. Et quand on se met en mouvement, on arrête de mentaliser, de réfléchir et on agit. Ça ne veut pas dire qu'on agit sans réfléchir, mais on peut faire les deux. Donc, ce que je trouve intéressant par rapport à se connaître, ça renvoie pour moi à la notion de défi, de challenge qu'on est capable de relever. Et donc, là aussi, j'ai un atelier sur ce travail-là, j'en ai fait un lundi. Ce sont des moments absolument géniaux parce que très souvent, les femmes qui entreprennent, elles me disent non, mais moi, je suis très normale, je suis très banale, non, mais moi, j'ai rien de spécial, j'ai rien fait de spécial dans ma vie. Et quand on travaille là-dessus, en fait, bien sûr qu'il y a eu plein de défis relevés. Et moi, j'encourage aussi toujours les gens à être attentifs, et donc les entrepreneurs en particulier, à être attentifs aux défis qu'on vous a posés. Alors, sous réserve que la personne qui vous les pose soit une personne bienveillante envers vous, qui ne souhaite pas vous mettre en difficulté. Mais si on vous pose un défi, moi, je considère que si on me pose un défi, c'est que je suis capable de le relever. Donc, c'est mon mari qui m'a challengée pour aller à Koh Lanta. Bon, moi, à Koh Lanta, ce n'était pas ma tasse de thé, mais je me suis dit, il pense que je savais pas ça. Il voulait se débarrasser de toi déjà? Non, il m'a dit, quand on a découvert le truc, l'émission, il me dit, je te verrais bien faire ça. Je lui dis, si tu me dis ça, c'est que tu as envie de le faire. Donc, tu t'inscris et si tu n'es pas pris, alors je le ferai. Donc, il n'a pas été pris. Et après, quand il m'a rappelé à ma promesse, là, on a discuté et je lui dis, mais t'es sûre? Alors moi, l'aventure, dormir, les bébêtes, tout ça, aucun problème. Les trucs sportifs, aucun problème. En revanche, être filmée 24 heures sur 24 par des caméras de TF1, j'étais beaucoup moins chaude quand même. Donc, on en a discuté. Et il m'a dit, mais oui, voilà, tu peux le faire. Donc, moi, je me dis que si on dit que je suis capable, je suis capable. Et donc, j'ai une autre anecdote. Heureusement qu'il n'avait pas découvert L'amour est dans le pré. Je sais pas où tu serais parti là. Et j'ai une autre anecdote qui est quand même assez atypique. Je vais essayer de la faire courte, mais quand j'étais à Sciences Po, j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'avais en prof de TD Jean-Pierre Raffarin lui-même, qui à l'époque était plus svelte et pas encore Premier ministre. Et donc, notre boulot dans ce TD, c'était d'organiser une grande conf dans Sciences Po devant plein de gens, des grandes entreprises, etc. Bref, et donc, nous préparons tout ça. Et puis, un jour, dans notre petite salle toute poussiéreuse sous les combles, là, il nous dit bien, il faut quelqu'un pour ouvrir la conf. Donc là, tout le monde regarde ses pieds. Et puis, il dit Carole, je pense que ce serait bien que ce soit vous. Ah bon? J'étais la plus jeune du TD, là. Mais en même temps, je ne me suis pas posé de questions. Moi, j'ai dit ça, je lui dis, OK, je ne vais pas lui dire non, quoi. Et je me dis, de toute façon, maintenant, je suis capable de dire ça. À l'époque, je ne sais plus ce que j'ai pensé. J'étais un peu tétanisée quand même. Mais je me suis dit, de toute façon, s'il me le confie, c'est que je suis capable. Il ne va pas confier ça à quelqu'un qui lui planterait tout le truc. Et donc, je me suis retrouvée sur une estrade devant le grand amphi de Sciences Po à ouvrir une conf, à ouvrir le micro et à avoir le temps de penser en même temps que ce que je disais. Mais je suis en train de bêler. J'ai une voix de chèvre. Et là, je me suis dit, t'oublies ça, tu te concentres parce que si tu commences à te regarder parler, c'est foutu. Donc, depuis, j'ai plus peur du tout. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai plus du tout peur de parler au public. Ça a été comme quand on jette les bébés nageurs dans l'eau. Voilà. Et puis, le dernier point, donc donner du sens, ça, c'est comprendre notre pourquoi profond. Parce que notre pourquoi profond, c'est ce qui va irriguer notre projet entrepreneurial. Et donc, c'est travailler sur sa vision, ses motivations, les valeurs qui nous animent et qui nous portent, quoi. Et donc, là, le travail, c'est de faire ce travail de vision. Et comment
la vision que j'ai, elle n'est pas seulement professionnelle, mais aussi c'est une vision globale de ce à quoi je veux arriver pour que le projet entrepreneurial, enfin le projet pro, soit au service du projet de vie. Voilà pour les 7 principes. Donc, pour conclure, mais je reviendrai après sur les questions, etc. Mais pour conclure, ce qui est important pour moi de vous transmettre, c'est que ces 7 principes, pour moi, ils fonctionnent en fait bien au-delà d'entreprendre un projet entrepreneurial. Moi, je suis normande d'origine. Quand je les ai lus, je me suis dit, mais c'est juste du bon sens de normande, quoi, en fait. Hein. Ça m'a paru très plein de bon sens et je trouve que ça s'applique à tout ce qui est entreprendre. Et si vous les utilisez comme ça, vous allez voir la puissance que ça donne à vos actions. Et pour moi, ce sont autant de solutions qui vous sont apportées pour avancer dans tout ce que vous allez entreprendre. Je me vois avec les mains. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Carole. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, je trouve, mesdames. Puis en plus, dans le chat, il n'y a pratiquement que des garçons qui ont écrit. Donc, Et ben enfin, je touche des hommes qui comprennent ce que je raconte. Ah oui, Noria me demandait en début d'émission, quel est le titre du livre dont tu parlais? Alors, excellente transition. Alors, ce n'est pas un livre, hein. Même si un jour j'ai ça en tête, mais il faudrait que je dégage du temps. C'est un guide de 24 pages qui s'appelle « Ce que mes 37 jours dans Koh Lanta m'ont enseigné sur l'entrepreneuriat ». Vous pouvez le télécharger gratuitement et William a le lien pour que vous puissiez le télécharger. Donc, vous retrouverez ce que je viens de vous expliquer de manière un peu différente, un peu plus synthétique sur certains points, un peu moins sur d'autres, avec des photos de l'aventure. Et donc, à chaque fois, il y a une page sur l'illustration Koh Lanta du principe et une autre page sur le concept et des questions pour que vous puissiez travailler. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans le chat et je vous ai rajouté le lien vers le site web de Carole, hein, qui s'appelle donc Porteur 2, le chiffre 2, voilà. projet. 2 pour le lien. Oui, j'avais compris. Porteur, c'est l'accompagnante. Non, mais j'avais compris, oui. Ouais. Voilà. Alors, Noria nous parle de Femmes de territoire. Alors, Femmes de territoire, Noria, c'est un réseau. C'est pas un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Hein. Non, c'est un c'est réseau pas un réseau féminin. d'affaires non plus. C'est un réseau d'entraide. Voilà, c'est un réseau d'entraide. Et puis, c'est pareil. Si vous voulez en voir plus, en savoir plus, Femmes de territoire sont déjà venues chez nous. On a déjà fait 2 webinaires ensemble et puis ils sont venus à nos journées 24 heures pour rebondir. Donc, vous retrouverez des replays sur le site Second Souffle. Voilà, ils ont un site et il y a des coordinations locales. Donc, on peut participer aux coordinations locales, aux événements nationaux. Il y a beaucoup de ressources. La cotisation est ridicule en prix. Donc, c'est vraiment après un réseau où il faut aussi donner, c'est toujours pareil, hein, il faut le nourrir aussi, ce réseau. Voilà. Pas hésiter à proposer des ateliers, etc. C'est très intéressant. Et puis, c'est un réseau parmi tant d'autres. Et comme tout réseau, si vous y sentez pas bien, changez de réseau. Ça pose pas de problème. Effectivement, les sommes sont assez modiques. Hein. 100 €, un truc comme ça. Même pas 60 et la première année, je crois, c'est que 20 ou c'est 6 premiers mois, c'est que. Enfin, il y a un tarif réduit au début. 60 €. Alors, une question de Valérie au sujet du contexte. Il s'agit bien de visualiser notre entreprise déjà en route? Alors, au sujet du contexte, alors oui, ça peut. Alors, la visualisation, pour moi, je le classe plus dans donner du sens, mais évidemment, ça vient nourrir le contexte. Souvent, travailler sur le contexte, c'est un peu plus, alors moi, c'est ma démarche pragmatique. C'est-à-dire, concrètement, c'est plutôt de bâtir un plan d'action avec des actions très concrètes. Donc, forcément que le plan d'action, il répond à la vision de l'entreprise. Voilà, vous avez une vision de votre entreprise, en route ou aboutie. Elle se décline en objectifs qui, eux, sont du coup posés, chiffrés et très concrets. Et derrière, il y a un plan d'action. Donc, la construction du contexte, elle peut être sur ces différents niveaux, mais elle a quand même un côté très concret de mettre des actions en place. Hein. J'ai dit agir plutôt que subir. Donc, si je devais choisir vraiment un outil, c'est plus le plan d'action que la visualisation. Bon. Alors, si tu peux répondre rapidement à Sandrine. C'est une question hors contexte, mais bon. Comment fait-on pour choisir un bon coach? Quelle formation?
J'ai l'impression que c'est un métier à la mode et qu'il y a un peu de tout. Je confirme, il y a absolument de tout. Et par exemple, moi, je me présente pas comme coach, je me présente comme consultante. Je n'ai pas de certification de coach et je n'irai jamais en chercher une parce que j'ai aucun souci de légitimité. Je dis toujours, ça fait 35 ans que je pratique l'art du questionnement, donc voilà, je ne ressens pas le besoin de me faire certifier. Maintenant, il y a beaucoup de coachs voilà, qui ont besoin de cette certification et puis ça s'entend. Je pense que ce qui est important, c'est de ressentir le feeling et d'être en accord avec la démarche de la personne. Alors évidemment, il faut regarder son profil, son expérience. Enfin, moi, quand j'en choisis un, quand j'en choisis un, j'expérimente avec lui concrètement un temps de travail. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je propose aussi. Je propose des sessions où la personne, on va vraiment travailler sur son sujet et je vais délivrer des conseils et voilà, rapidement de la valeur. Donc, la personne, soit elle trouve que je ne lui apporte rien, et puis voilà, ou je lui apporte beaucoup, mais elle ne peut pas venir avec moi pour des tas de raisons, il n'y a pas de souci non plus. Mais pour moi, il faut expérimenter un temps de travail avec la personne. Donc, l'après-choisir sur son profil, en quoi ça résonne avec ce que vous cherchez. Et après, pour moi, il ne faut jamais signer sans avoir expérimenté ce que ça veut dire de travailler avec cette personne. Absolument d'accord. Alors, il y a Awa qui a posé une question dans le chat. J'ai vu. Et Cathy aussi. Alors, Carole, proposez-vous un accompagnement individuel? Je suis en pleine reconversion vers un projet à définir. Comment peut-on vous contacter? Juste au-dessus, là, dans le chat, j'ai mis l'adresse. Voilà. En fait, sur mon site, vous verrez, vous avez un onglet et plusieurs fois le bouton réserver votre session privée. Une session privée, c'est exactement ça. C'est un temps de 30 minutes. Alors, souvent, ça déborde, vous avez compris. 30 minutes pour parler de votre situation, votre projet, de poser un diagnostic, en fait. Moi, je pose très rapidement un diagnostic que je vous partage et on dessine ensemble des axes de solution que vous pouvez mettre en place toute seule. Il n'y a pas de souci. Après, ça peut être avec un accompagnement. Et moi, oui, je privilégie l'accompagnement individuel. Parce que c'est très puissant et que c'est là qu'on développe plein de choses. Et j'ai raconté à William que j'ai même, depuis cet été, je fais même de l'immersion, voilà, où je prends les gens pendant 2 ou 3 jours et on fait ensemble. Et alors ça, c'est d'une puissance extraordinaire parce que là, il y a un effet accélérateur énorme. Donc, il y a différentes formules possibles et ce qui compte, c'est de trouver celle qui vous correspond en termes de temps, de ressources et en fonction aussi des objectifs que vous vous posez, quoi. Alors, Cathy qui demande, est-ce qu'il y a un réseau très abordable pour les hommes aussi? Alors, Cathy, à ma connaissance, non, il n'y a pas de réseau spécifique pour les hommes. Parce que il y a des réseaux d'accompagnement, enfin d'entraide, d'entrepreneurs. Partout, dans chaque département, vous avez les BNI, vous avez les... moi, mardi, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs à Châtellerault qui s'appelle In Business. Voilà, mais après, pour l'accompagnement, pour la création d'entreprise, là, vous avez d'autres réseaux qui sont ouverts aux hommes et aux femmes. On a parlé de la BGE, Initiative France, j'en oublie, je vais me faire taper sur les doigts, mais il y en a plein. Bon, voilà, on arrive à la fin. S'il y a d'autres questions, allez-y. Posez-les bien dans la partie questions. Dinabaye, voilà, cherchez un autre nom, Dinabaye, un autre réseau. Moi, pendant ce temps-là, je vous parle des prochains webinaires la semaine prochaine. Et voilà. Donc ça, c'était aujourd'hui. La semaine prochaine, on retrouvera la formidable Caroline, notre experte en réseaux sociaux, qui vous parlera comment mieux gérer efficacement ses comptes Facebook et Instagram avec un outil qui est gratuit, qui est livré avec Facebook, qui s'appelle Meta Business Suite. Voilà, donc Caroline vous expliquera tout ça la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on retrouve nos amis de l'URSSAF, qui sont également vos amis, parce qu'ils ne sont pas là pour vous faire du mal, mais bien au contraire. C'est pour ça qu'il est important de les contacter dès que vous rencontrez des difficultés, parce qu'ils vont vous aider, ils vont vous trouver des solutions. Et puis on vous dira à quoi sert l'URSSAF, cet argent qu'on donne tous les mois, ça sert à beaucoup de choses pour tous les Français. Donc ça, c'est dans 15 jours. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps que je n'aurais pas vues? Non, mais j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais Non, non, j'espère que ça vous sera vraiment utile. Alors, comment mettre une vidéo sur LinkedIn? Problème de connaissances informatiques et non de contenu. Ah oui, bah là, ça sera, on pourra peut-être en faire un sujet de webinaire. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci ma chère Carole. Merci beaucoup, Merci, infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. D'ici la fin de journée, je vous envoie un petit mail à tous pour pouvoir accéder au replay. Et puis sinon, à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement transféré vers la page d'accueil du site Second Souffle et vous verrez les 2 images des 2 prochains webinaires que je viens de vous montrer. Et donc, vous pourrez, en cliquant dessus, vous inscrire. Voilà. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci. Bon week-end.